Docteur Seni, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste, mais depuis de nombreuses années, vous êtes le spécialiste pour le traitement des migraines. Alors, Docteur Seni, une migraine, c'est quoi? Une migraine, c'est un problème d'abord extrêmement pénible pour quasiment 20% des femmes d'âge adulte et 6% à peu de choses près de la gente masculine. C'est donc un problème de santé publique très très important et invalidant et qui est, à mon sens, aujourd'hui extrêmement mal abordé par la médecine dite classique, celle en tout cas que l'on enseigne dans nos grands établissements universitaires. Et donc, c'est une matière que j'ai repris et retravaillée depuis, je vais vous dire, à peu de choses près, 1996. C'est un concours de circonstances suite à un parcours un peu hasardeux qui tient au hasard, et c'est un thème qui m'a retenu dès cette époque parce qu'un patient ou l'autre m'avait, disons, obligé à réfléchir sur ce thème et où on ne trouve généralement pas de solution vraie, durable et convaincante. La migraine, c'est, pour la recherche que j'ai pu, je pense, pas loin d'aboutir, relève de deux grandes causes. La première cause, qui est historique pour moi, puisque ça a été la première façon d'aider les migraineuses et les migraineux, c'est un accident. Curieusement, on donne très peu d'importance à ce facteur traumatique en médecine dans le but de corréler le problème de la migraine. Et j'ai rencontré un médecin en 1995 qui m'a laissé penser que l'origine traumatique de la migraine était fondamentale. Et il est exact que quasiment chez toutes les migraineuses et les migraineux, on retrouve des mois, des années avant le démarrage de la pathologie migraineuse, un événement de ce type qui peut être parfois dès la naissance. Ça peut être une naissance par forceps, par césarienne. Vous êtes tombé de la table allongée incidemment, et puis vous êtes tombé de cheval, vous êtes tombé des escaliers, en trotteur dans votre prime enfance. Il y a eu encore bien d'autres circonstances dans la vie qui ont pu surmener votre problème locomoteur. Et c'est vraiment un élément capital, fondateur de la pathologie. Mais attention, si elle est très très souvent portée au niveau de la nuque, elle peut également concerner d'autres régions de notre corps, les chevilles en particulier, et quelquefois également la région du coccyx. Ça, c'est la première des hypothèses qui a été étudiée, je vais dire, de 1996 à 2003, où il y a une deuxième cause qui va s'avérer extrêmement porteuse pour les migraineuses et les migraineuses. C'est qu'il y a en fond une déficience qui va venir s'ajouter à la première traumatique, comme je viens de le décrire, qui va être un problème hormonal, endocrinien, métabolique. Il y a un deuxième chapitre important pour les migraineuses et les migraineux. Je vais le découvrir en 2003, suite à une lecture d'un journal médical. C'est dans cette lecture que je vais comprendre que l'abord thyroïdien est plutôt mal géré par notre monde médical et qu'il a desservi beaucoup la cause des migraineux et des pathologies voisines. En 2003, effectivement, je tombe sur une étude du père de Thierry Hertog, que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Jacques Hertog, et qui avait, avec deux de ses amis médecins, Dr Bézier et Dr Van Eyckold, mis au point une méthode pour évaluer plus sûrement le contexte de l'hypothyroïdie. Et c'est cette étude qui m'a permis, et c'était une révolution pour moi, de comprendre que la thyroïde ne peut pas être bien approchée par l'approche sanguine, la prise de sang classique des médecins, mais par contre, elle était beaucoup mieux corrélée en faisant ce qu'on appelle une urine de 24 heures et en y dosant les deux hormones de la thyroïde, la T3 et la T4, et que celle-ci était beaucoup plus le reflet fidèle du bon ou du mauvais fonctionnement de cette thyroïde. Et cet aspect-là est fondamental, je vais le comprendre, pour tout, au minimum les migraineux, mais bien d'autres pathologies auxquelles on ne pense pas et qui coexistent souvent chez le migraineux
et qui ne sont pas très difficiles à énumérer: la constipation, la frilosité, la fatigue, les troubles du sommeil avec des apnées, des ronflements, des crampes diverses, de la colite, comme le décrit très très bien mon confrère Résimond. Il y a des tas de pathologies qui relèvent de ce trouble de la thyroïde, et je commençais à le comprendre grâce à mes migraineux et mes migraineuses que je voyais tous les jours, quasi du matin au soir, et le rapprochement entre cette déficience thyroïdienne et la pathologie de mes patients était devenu éclatant. Donc là, docteur, nous sommes en 2003. 2003. Quand vous faites en quelque Tout sorte à la fait. découverte grâce au travail du docteur Jacques Hertog. Et donc, en fait, vous vous rendez compte que jusque-là, on s'intéressait principalement à la TSH. Alors qu'il est très important, et vous l'expliquez au travers de votre examen d'urine de 24 heures, de s'intéresser au niveau de T3 et T4. Voilà. Alors, je vais essayer d'aider à la compréhension de cette différence entre la prise de sang et les urines de 24 heures, puisque il est exact que j'ai énormément exploré ce dernier test et j'ai le privilège, je crois, d'en détenir un très très grand nombre à l'étude. Alors, quand vous faites une prise de sang, de quoi s'agit-il? En fait, vous allez étudier une concentration. Vous allez étudier la concentration d'anticorps, vous allez étudier la concentration d'enzymes hépatiques, d'enzymes cardiaques. C'est très intéressant, l'analyse sanguine, pour évaluer un état, ce que j'appelle un état, un status. C'est une concentration, c'est quelque chose qui ne bouge pas tellement avec le temps, c'est une concentration. Ainsi, vous pouvez dire, vous avez autant d'anticorps de ceci, vous êtes immunisé contre la rougeole, la rubéole, vous êtes en ordre, vous avez un état, un statut, grâce à l'étude d'une concentration. Et cela est vrai aussi pour évaluer un infarctus, une concentration de ferritine pour savoir si vous avez une belle réserve, un beau capital en fer. Donc, la prise de sang, c'est l'équivalent d'une photo de secrétaire. Et vous pouvez dire, elle est blonde, elle est souriante, elle est bien fringuée, elle n'est pas boutonneuse, elle est caucasienne. Mais le problème de la prise de sang, c'est qu'en fait, vous n'avez pas une idée de sa productivité. Donc, pour approcher cette notion de la productivité, autrement dit un flux, un débit, il vous faut un autre test qui est les urines de 24 heures. Et là, vous pourrez étudier le débit des deux hormones principales de la thyroïde, la T3 et la T4. La T3, comme beaucoup le savent maintenant, c'est l'hormone thyroïdienne active, et la T4, c'est l'hormone précurseur, plutôt inactive, mais qui, avec l'aide du foie, pour l'essentiel, pourra devenir l'hormone active. Donc, Dr Seny, on est d'accord qu'on s'éloigne là d'une médecine plus conventionnelle. On est là donc de plein pied dans ce qu'on appelle maintenant la médecine fonctionnelle. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un petit peu la résonance que va avoir la médecine fonctionnelle au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la migraine? Si j'ai pu émettre que la migraine a une cause mécanique très importante, doublée d'une déficience hormonale, la thyroïde pour l'essentiel, mais il y a d'autres déficiences à relever, il y a été investigué bien entendu. La médecine fonctionnelle, une médecine qui monte beaucoup, elle va forcément avoir pour intention de booster des fonctions qui sont tombées en léthargie chez vous pour différentes raisons. Et donc, vous serez tenté, à l'instar de beaucoup de nutrithérapeutes, nutritionnistes, d'essayer de valoriser ces fonctions en apportant du magnésium, des oméga 3, bien sûr de la vitamine C et bien d'autres ingrédients pour essayer de mettre au sommet la fonction de toutes ces glandes dont nous avons besoin. Et dans le cas de ma migraineuse ou mes migraineux, la fonction thyroïdienne. Donc, vous devez vous assurer qu'il y a de l'iode, qu'il y a du zinc, qu'il y a du sélénium, toutes des choses qui sont rappelées par mes confrères, et c'est évidemment d'importance primordiale pour assurer une production naturelle de cette hormone capitale pour beaucoup de pathologies. Donc la médecine fonctionnelle vient en appui à une médecine que j'appellerais plutôt hormonale, telle qu'elle est fortement représentée par mon confrère et ami Thierry Hertog et Stéphane Résimond. Donc la première partie a pour but de valoriser les fonctions pour un jour ne pas se retrouver à un autre niveau beaucoup plus désagréable qui est celui du niveau lésionnel. Là, vous êtes dans une autre configuration, vous avez besoin de spécialistes, généralement des hôpitaux, pour vous en sortir.
Donc on est bien d'accord qu'en hormonothérapie, on va surtout s'efforcer de rétablir des nouveaux hormonaux physiologiques en fait. Ah, c'est fondamental, c'est fondamental. Les médecins étaient formatés, oserais-je le dire, pour aller à la conquête de maladies, de perturbations très très importantes. Notre but à nous, c'est au contraire comprendre les mécanismes pour rester en bonne santé. Nous avons donc l'obligation de savoir comment fonctionne une cellule correctement, comment il faut la nourrir, quels sont les ingrédients indispensables pour son bon fonctionnement. C'est une toute autre démarche, complémentaire sans doute, fondamentale mais surtout primordiale, qui est nécessaire pour nos patients. Ainsi, par exemple, qui a dit que la migraine était une maladie? Non, on ne parle pas de migraine maladie. La migraine, c'est plutôt assimilé à un trouble de la fonction. Eh bien, notre but, c'est de rétablir ces fonctions de la façon la plus optimale. Alors, Dr Seni, vous m'expliquez que vous en étiez venu à vous intéresser à la migraine au départ en vous intéressant au mal de tête de type céphalée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une certaine façon la différence entre une céphalée ordinaire et une migraine et comment vous allez la traiter? Bien. Alors, pour ce qui me concerne, la classification est simplifiée. Quand je reçois un malade et qu'il va m'exprimer ses maux de tête, je pourrais en gros le mettre dans deux catégories. On parle beaucoup de céphalée de tension. C'est le stade pas le plus léger parce que ça peut être un mal très très pénible et insupportable, mais il est plutôt décrit comme un mal en casque, en étau, une douleur en pèlerine qui couvre en fait les muscles autour de la tête. Et bien entendu, souvent les gens ont à évoquer des douleurs de nuque, de cervicalgie. Et ça, donc, c'est le premier stade. Lorsque on est plus avancé dans la pathologie, ces muscles de la nuque vont entraîner en fait une perturbation dans l'agencement des os du crâne. Et là, on va tomber dans un deuxième stade qui est celui de la migraine. La migraine, c'est quand les muscles de la nuque ont entraîné au niveau du crâne, parce que la pression des muscles, la traction est importante, surtout à l'endroit que je vous désigne, les os du crâne vont se mettre à bouger entre eux. C'est amusant de se rappeler que c'est les ostéopathes, en fait, Stein et Leventhal, qui nous ont rappelé que les os du crâne n'étaient pas soudés, en fait, et qu'ils peuvent légèrement se mouvoir. Alors, légèrement se mouvoir, ça peut paraître peu de choses, mais en fait, si vous regardez bien ici, dans l'intérieur du crâne, vous voyez deux trous, droite et gauche, qu'on appelle le trou déchiré postérieur, qu'on appelle encore foramen ovale, et c'est par là que sort le sang du cerveau. Donc c'est la partie veineuse, c'est la veine jugulaire qui sort par ces deux endroits. Or, lorsque les muscles ont imprimé une modification architecturale entre les os du crâne, vous avez retréci de ce fait ce trou, et vous avez, par la même occasion, diminué le débit de sortie du cerveau. Et là, il y a un engorgement qui se fait autour de ces deux petits trous, et vous aurez une congestion de la zone du tronc cérébral pour commencer. Ça peut vous donner des nausées, des vomissements que connaissent très très bien les migraineux. Le stade suivant, l'onde de pression va conquérir la zone cérébelleuse. La zone cérébelleuse va vous entraîner dans une difficulté à harmoniser vos mouvements et la parole. C'est le cervelet qui est l'organe de l'harmonie. Et puis, l'onde de pression va encore gagner à un cran plus loin la zone occipitale. Et là, c'est la zone visuelle, pour l'essentiel, qui va être touchée. Et ça explique qu'on parle de migraine ophtalmique ou qu'on parle de aura, généralement visuelle, parce que c'est la zone qui est touchée par l'onde de pression, d'engorgement dans le cerveau. Si vous continuez encore plus vers l'avant dans ce crâne que je vous ai décrit, vous aurez les aires pariétales ascendantes qui peuvent entraîner une parésie, une baisse de la force dans vos membres. Et enfin, stade ultime et gravissime, c'est l'onde de pression qui va revenir vers l'avant de la face et qui va donner une pathologie bien connue, c'est la névralgie du trijumeau, mais aussi l'agie vasculaire de la face, des horreurs absolument en termes de douleur, plus présent chez les hommes de l'âge mûr et chez les femmes qui par ailleurs auraient le malheur de fumer. Donc voilà les différentes gradations que l'on peut voir dans la pathologie migraineuse, mais retenez deux stades. Un stade extracrânien,
c'est des céphalées de tension, rien à voir avec la tension psychologique, c'est une tension musculaire, j'insiste. Ce n'est pas une maladie psychologique. Et puis vous avez le deuxième stade qui est intracrânienne et qui là peut entraîner quand même pas mal de perturbations cérébrales. Donc vous aurez des difficultés à réfléchir, vous aurez des nausées, vous serez obligé de vous haluter. On est dans le domaine de la migraine. Voilà donc les deux grands distinguos. Et donc les grandes classifications des neurologues a pour moi peu d'aspects pratiques parce qu'en fait, que vous ayez une céphalée ou une migraine, l'approche thérapeutique sera identique puisque en fait il s'agit d'un continuum d'une forme vers une autre et suivant l'âge, suivant différents éléments de saison, vous allez passer d'une forme céphalée à une forme migraineuse, revenir à une forme céphalée. Le lundi, commencer par une céphalée, le vendredi, avoir une migraine. Donc pour moi, tout est un peu dans le même sac puisqu'il relève des deux causes fondamentales pour le traitement. Un, traiter votre problème mécanique. Il y a une technique pour ça magnifique qui est la myothérapie, une thérapie que j'ai ramenée en 1995 du sud de la France. Et ensuite, le traitement de la thyroïde que j'ai perfectionné au contact de mes confrères et amis Thierry Hertog et Stéphane Résimon, pour ne citer que les plus importants, mais qui est un stade fondamental pour apporter des guérisons durables à ces patients. Alors, Dr Segni, justement, vous me l'expliquez hors caméra, vous récupérez d'ailleurs malheureusement des patients qui, dans une errance un petit peu thérapeutique, se sont retrouvés chez différents neurologues sans avoir pour autant reçu une réponse à leur souffrance. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce qui peut paraître dans un certain sens paradoxal, puisque vous venez de nous l'expliquer au travers de votre manipulation du crâne, car il est tout légitime de penser qu'un neurologue serait mieux équipé, mieux outillé pour faire face aux problèmes migraineux. C'est effectivement l'approche la plus habituelle. On le comprend aisément puisque le neurologue est censé s'occuper de tous les problèmes qui tournent autour de la tête et du système nerveux. Et comme le mal s'exprime autour de la tête, il va de soi que le neurologue, sémantiquement, est celui qui va résoudre votre problème. Mais il y a, à mon sens, des biais importants à la réussite de ces spécialistes. La première, c'est que, comme je viens de vous l'expliquer, la cause fondamentale de la migraine est pour l'essentiel dans la nuque. Et les patients, d'ailleurs, vous le disent souvent qu'ils ont des douleurs de nuque, des blocages, des tentatives de torticolis. Ils ont des blocages musculaires bien relatés. Or, le neurologue va, pour l'essentiel, partir de l'idée que si vous êtes migraineux, c'est parce que vous avez une tare neurologique. Vos petites cellules grises sont, hélas, pour des raisons génétiques, pour la plupart du temps, coupables de mal fonctionner et que c'est pour cela que vous avez la migraine. Et donc, ils partent d'un postulat, d'un axiome qui, à mon avis, est tout à fait incorrect, qui est que le primum movens, le départ, la cause fondamentale de la migraine serait neurologique. Il n'en est rien. La cause est traumatique, musculaire, dans la nuque. Elle aura des répercussions ensuite dans le cerveau. Lorsque le petit trou que je vous ai décrit tantôt se sera rétréci, bien sûr, vous aurez secondairement, finalement, un engorgement vasculaire des méninges du patient. Et ces méninges qui sont engorgés vont irriter seulement alors les branches du trijumeau. Et les branches du trijumeau, c'est elles qui vont donner les douleurs de toutes les formes qui peuvent être présentées à un médecin, ce qui n'a pas beaucoup d'importance, que la douleur soit plus en avant, plus en arrière, a peu d'importance finalement, mais elle égare le médecin qui va se sentir obligé de faire des scanners, des RMN, des électroencéphalogrammes pour conclure au patient qu'on n'a pas trouvé de choses désagréables, sous-entendu des tumeurs ou d'autres choses, et je me demande encore de quoi il pourrait s'agir, mais en fait tous ces examens sont parfaitement inutiles pour la plupart, à quelques exceptions près. Dans certaines présentations aiguës, récentes, il est bon d'aller s'assurer évidemment qu'il n'y a pas un événement important qui est arrivé dans ce cerveau, mais en résumé, 98% des gens que je vois relèvent d'une cause mécanique, cervicale, et bien sûr, conjointement, un déficit endocrinien qu'il faut corriger. Donc, pas de chance pour nos neurologues qui ont le malheur d'être bien souvent eux-mêmes migraineux. Pour tous les neurologues que je connais dans ce pays, et les plus grands d'entre eux, ils sont souvent migraineux eux-mêmes. C'est une étude qui a été faite
En Angleterre, il y a déjà 40 ans, 40 à 70% des neurologues sont migraineux eux-mêmes. Donc, réjouissez-vous. Ils cherchent avec vous la solution et nous espérons qu'ils la trouveront bientôt. C'est ce que je leur souhaite. Alors, docteur Séni, vous m'avez dit hors caméra que tous les hypothyroïdiens ne sont pas migraineux, mais qu'en revanche, tous les migraineux sont hypothyroïdiens. Je vais préciser qu'effectivement, pour les données dont je dispose, si vous êtes hypothyroïdien, vous avez en gros 60% de chances de tomber dans l'univers des maux de tête, petits et grands, fréquents ou non. Ça, c'est ce qui a été observé déjà depuis longtemps. Par contre, j'ose affirmer, que toute pathologie migraineuse et céphalée chronique bien installée relève à 98% d'un déficit thyroïdien au minimum conjoint. Donc, on n'a pas le droit de ne pas en tenir compte. Voilà, en gros, je vais essayer de faire le lien entre cette thyroïde et les problèmes mécaniques à invoquer de la nuque. C'est que quand vous êtes hypothyroïdien, vous avez tendance à avoir des crispations dans tous les muscles de votre corps. Vous pouvez avoir des névralgies intercostales, c'est des douleurs musculaires en fait. Vous pouvez avoir des névralgies d'Arnold. Vous pouvez avoir des colites, très très bien décrites par mon confrère Résimon, qui fait le lien évident entre la colite et les problèmes thyroïdiens. Vous avez bien sûr beaucoup plus de crampes dans les mollets, dans les doigts de pied. Vous avez donc des douleurs qui ont tendance à se reproduire. Je dirais surtout que c'est des douleurs voyageantes et souvent diffuses dans l'organisme. Mais ces douleurs, si elles sont en particulier d'origine nucale, elles doivent donc en grande partie au fait que l'hypothyroïdien crispe plus les muscles de cette région et ça ne fait qu'aggraver la situation de départ qui était celle du traumatisme, celle de votre chute que vous avez fait il y a 5-10 ans de votre cheval. Et puis maintenant que votre thyroïde par l'âge et pour différentes raisons a décliné, vous tombez 10 ans après le traumatisme initial dans la pathologie migraineuse qui va s'affirmer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la thyroïde a peu de chances de s'améliorer spontanément. Au contraire, avec l'âge, la pression de l'environnement, les pesticides, les métaux lourds, les pressions radiques et autres, cette glande thyroïde ne peut que s'enfoncer dans l'hypothyroïdie. Alors, docteur Séni, avant d'aborder justement votre méthodologie, est-ce que vous pouvez nous donner un mot, justement, votre pensée sur le traitement conventionnel allopathique, comment vous le percevez justement par rapport à la santé à long terme du patient ? Je n'en pense évidemment pas grand bien pour ce que j'ai observé. Et c'est vrai que les méthodes utilisées jusqu'à présent ne tiennent d'aucune étude vraiment sérieuse. Aller mettre un antiépileptique chez un migraineux en lui disant qu'en fait la migraine ça ressemble à une crise d'épilepsie, ce n'est étayé par aucun fait ni même électroencéphalographique. Donc c'est déjà du bricolage évident. Donc ça, c'est les antiépileptiques les plus connus, c'est le Topamax, c'est la dépakine. Vous connaissez aussi tous les désagréments de la dépakine en termes de tératogénicité. Or, ça concerne beaucoup de femmes, la migraine, où vous prenez des risques énormes. Qui plus est, la dépakine va vous entraîner dans une torpeur, une fatigue et une prise de poids considérable. Il est difficilement acceptable de mettre un migraineux sous traitement de fond de ce type, d'autant qu'après 1 mois ou 2, en fait, la dépakine va transformer votre migraine, un accès de migraine, en mal de tête continu, donc le bénéfice est proche de 0. Les autres traitements les plus en vogue pour l'instant sont incontestablement les triptans, apparus il y a plus de 20 ans et promis un succès énorme et dont le prix est considérable. Le grand danger de ces produits, c'est qu'en fait, vous allez ajouter à une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygénation du cerveau pendant la crise de migraine, vous allez ajouter une vasoconstriction à l'entrée du cerveau, puisque les triptans sont en fait des vasoconstricteurs. Si vous lisez la notice de ces produits, vous apprendrez que vous risquez plus facilement l'infarctus du myocarde, l'infarctus rénal et pourquoi pas des AVC cérébraux. Donc c'est je dirais, des produits extrêmement dangereux, coûteux, mais surtout qui créent une dépendance énorme chez le migraineux. Et souvent, mon travail, c'est de les sevrer de ces dépendances, de ces addictions, et qui sont extrêmement difficiles à ôter. Et donc, voilà, les triptans, ce n'est pas une formule à long terme que je recommanderais.
Pour donner un petit ton de plaisanterie à cette conversation, je dirais que le seul usage raisonnable du triptan, c'est la mariée qui va se présenter à son maire ou à son curé avec une crise de migraine. Prenez un triptan, ça va peut-être la sauver de sa cérémonie. Elle aura moins de maux de tête, c'est bien, mais prendre ça toute sa vie, c'est dangereux pour votre cerveau. Vous précipitez le déclin du cerveau, vous allez miter votre cerveau en créant des zones d'hypoxie cérébrale qui, répétées, finiront par affaiblir vos neurones. Donc, c'est plutôt à éviter. Quant aux autres traitements, les anti-inflammatoires, le très connu Dafalgan en France, le Doliprane et les paracétamol en tout genre, ils ont eux aussi comme gros inconvénient de bloquer la fonction hépatique, qui bloque la glutathion peroxydase, intestinale hépatique, donc des mécanismes fondamentaux de nettoyage du corps, et donc pris en continu, en répétition, c'est des produits redoutables et qui peuvent vous plonger assez rapidement dans un mal de tête continu. Si vous ne faites pas le rapprochement entre ce paracétamol et le mal continu, vous êtes très très mal embarqué et de nouveau vous devrez subir un sevrage qui va être difficile. Donc de grâce, si vous prenez un anti-inflammatoire pour vous sortir d'une crise ou un paracétamol équivalent, faites-le de façon sporadique et soyez raisonnable et privilégiez d'abord et surtout les solutions à long terme qui feront de vous un guéri de la migraine. Mais y croyez-vous encore qu'on puisse sortir de la migraine? C'est là la question. Alors, Dr Seni, justement, pour celles et ceux qui nous regardent, si on veut un petit peu schématiser la façon dont ça va se passer au niveau de votre expertise, le patient va, si je comprends bien, se présenter chez vous. Il va de toute façon devoir se soumettre à un examen approfondi aussi de ses niveaux donc hormonaux au travers de la fameuse analyse des urines de 24 heures. Ça, vous êtes très clair là-dessus. Vous avez besoin de ça pour travailler correctement. Absolument. Et ensuite, vous allez mettre en place des soins de myothérapie dans lesquels il est question, si je comprends bien, de quelque chose de l'ordre de la manipulation, de l'usage de vos mains, donc, avec une forme de résonance musculaire, donc, ou osseuse. Est-ce que c'est correct? Je vais vous développer ces deux points. Je vais reprendre le sens historique, puisque c'est comme ça que j'ai pu tirer d'affaire mes premiers migraineux. C'est la partie mécanique. Je vous ai dit que l'origine de la migraine était née d'un traumatisme. Comment vais-je désengrammer ce problème de contracture essentiellement situé dans la nuque et les environs? À vrai dire, il existe une technique, la myothérapie, que j'ai découverte en 1995, et qui postule ceci, et que j'ai pu vérifier après 30 000 heures de vol, ça me semble suffisant, c'est que si vous voulez lever un spasme musculaire, vous devez faire un hyper-raccourcissement de ce muscle, ce que je vais faire de façon active, le patient sera passif, et qu'en répétant ces hyper-raccourcissements passifs, vous allez en fait lever un spasme qui est permanent, qui est pérenne, jour et nuit, depuis peut-être 20 ans non-stop. La seule façon de désengrammer cette contracture musculaire, facile à repérer d'ailleurs, et il y en a beaucoup, c'est de pratiquer l'hyper-raccourcissement de ces muscles. Donc ça vous oblige à des connaissances d'anatomie, il y a un savoir-faire qui s'apprend pour détendre ces muscles, ce n'est pas hyper compliqué, j'ai déjà formé beaucoup d'ostéopathes, de kinés à cette technique et les résultats sont réguliers. Donc si vous voulez lever un spasme musculaire, vous devez raccourcir et non pas étirer, stretcher les muscles, ça c'est l'inverse, vous devez raccourcir ces muscles à plusieurs reprises. Et finalement, il se passe quoi? Un peu l'équivalent de l'opération qui consisterait à enlever la corde d'un arc. Si vous voulez enlever la corde d'un arc qui est bandé, vous devez raccourcir à suffisance les deux extrémités de l'arc pour dégager la corde. En fait, c'est mon travail musculaire, c'est mon travail de myothérapeute que je fais depuis 23 ans, à peu près la moitié de mon temps. Ça, c'est la première partie, c'est la myothérapie. Alors, vous m'avez parlé aussi bien sûr de l'obligation de corriger la fonction thyroïdienne, sans quoi le muscle n'acceptera pas de renoncer à sa contracture. Donc j'ai l'obligation simultanée de corriger la thyroïde. Alors, les urines de 24 heures sont effectivement demandées dès la première consultation. C'est vrai qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour que les patients fassent bien le prélèvement. C'est parfois difficile pour des patients de retenir comment on procède, mais bon, un peu d'éducation est faite au téléphone pour que la personne arrive bien équipée. Et c'est sur la base de ces urines de 24 heures que je pourrais dire que sa fonction de thyroïde est réglée à 30, 60, 50% et que j'ai l'obligation
obligation, s'il veut avoir un résultat durable à vie en termes de migraine, que je corrige cette valeur-là aussi. Et l'avantage, évidemment, pour lui, c'est que non seulement il sortira de chez moi sans la migraine, et pour des années, mais il aura aussi des satisfactions en termes d'état général. Et c'est ces valeurs-là qui sont très bien mises en avant à nouveau par mes confrères, Stéphane Résimond et Hertog, c'est qu'ils auront bien sûr une plus grande vitalité, un meilleur sommeil, un meilleur contrôle du poids, ils seront moins constipés. Bref, leur état général va être fortement amélioré. Donc au-delà de la migraine symptôme, en fait, je vais aussi faire un traitement holistique complet. L'état général, c'est ce que j'appelle l'entretien de 120 000 km, qui est souvent bien utile. Docteur Séni, vous avez abordé cette problématique hors caméra. On pourrait s'attendre à ce que votre intervention au niveau de l'apposement des mains et des manipulations va se limiter justement au niveau de la nuque ou au cervical, mais vous m'avez dit que ce n'était pas le cas. Pourquoi ? Alors, je voudrais, pour évoquer plus la myothérapie, d'abord vous rappeler que cette technique se distingue d'autres techniques, genre chiropraxie, médecine manuelle, dans une chose fondamentale, c'est qu'il est strictement interdit de faire du cracking. Donc il n'y a aucun geste brusque. Que cela soit bien clair, car des gens peuvent avoir déjà vécu des expériences pas trop toujours agréables de cracking qu'ils redoutent. Donc la première chose que je voudrais dire à l'auditeur, c'est qu'il s'agit d'une technique certes puissante, mais elle se fait jamais sans brusquerie. Elle se fait jamais, avec brusquerie. Donc le patient peut arriver, il doit être le plus détendu possible, et on fait tout d'ailleurs sur cette table pour qu'il soit le plus détendu. On le met en musique, on le met sur une table bien confortable, on le met dans une lumière adéquate. Tout ça pour en fait entraîner le plus possible la chance de dénouer les contractures dans la nuque. Mais attention, il ne s'agit pas que de contractures de nuque chez un migraineux. On peut l'avoir aussi dans un quart des cas. Hélas, c'est une surprise et donc il faut être très vigilant. Vous avez aussi à vous soucier du bon état des chevilles, car vous pouvez devenir migraineux. C'est vrai que c'est avec un délai parfois supérieur pour avoir eu des entorses, des fractures au niveau des chevilles. Donc pour nous, myothérapeutes, il y a 3 points de l'organisme où il y a biomécaniquement une fragilité. La nuque, forcément, oui. La nuque est sûrement le premier secteur auquel on va penser. Vous pensez au whiplash, l'accident de voiture, on a fait des tonneaux, forcément, chute de cheval, commotion. Vous avez forcément en tête qu'un migraineux, il le doit à un traumatisme de la nuque. Et c'est vrai dans beaucoup de cas. Mais il y a des pièges. Et le piège, c'est que cette contracture peut venir du bas de l'édifice, c'est-à-dire de vos chevilles. Et combien de personnes ont eu dans leur vie des entorses, ont porté des hauts talons avec plus ou moins de réussite, ont fait du patinage artistique, du ski, de la danse classique. Évidemment, la danse classique, c'est une catastrophe bien souvent. Et donc, après des années d'interruption de danse classique, les contractures vont remonter jusqu'à la nuque de la personne concernée et sa carrière de migraineuse va commencer. Il y a aussi une petite place à réserver au coccyx. Je vous l'ai dit, quand vous tombez sur le coccyx, vous pouvez aussi induire des contractures au niveau, en l'occurrence, du releveur de l'anus, qui est très bien connu des ostéopathes. Je voudrais donc dire ceci, c'est qu'en fait, mon métier est relativement amusant et bien construit. Bien sûr, vous devez vous occuper de la nuque, c'est ce que j'appelle la mafia du Nord, la mafia de Naples. Vous avez aussi à vous occuper au sud de la mafia de Palerme, c'est les chevilles. Et parfois, vous devez aussi vous occuper de la mafia de Calabre, la 'ndrangheta. Et si vous négligez de passer dans l'un de ces secteurs, vous n'avez pas fait de médecine holistique, vous avez le devoir de restaurer la détente musculaire dans ces 3 zones. C'est à ce seul prix que vous pouvez vous garantir une réussite durable du migraineux. Vous ne traitez que la nuque, la personne est contente, elle n'a plus sa migraine. Si vous n'avez pas traité les pieds et vous deviez le traiter parce qu'elle a fait des entorses, elle vous reviendra dans 6 mois avec des migraines puisqu'elle est à nouveau envahie par ces contractures qui sont nées dans le bas de l'édifice, du building, vos pieds. Et donc, faites attention de ne pas négliger. C'est donc une médecine totale. C'est une médecine qui doit prendre en compte tous les secteurs de l'individu. Docteur Séni, pardonnez cette question profane. Comment identifier la source du problème par rapport à la nuque et aux chevilles, par exemple? De quelle façon vous allez pouvoir identifier que le problème a son origine au niveau des chevilles
plutôt que la nuque. En apparence, en tout cas, visuellement, vous serez incapable de pouvoir le déceler. Votre question est magnifique et il était temps de l'aborder. Vous pouvez effectivement avoir eu, je viens de vous le dire, les 2 traumatismes. Vous avez pu commencer par faire de la danse classique, vous étiez petite fille, il y a 6 ans, vous avez fait des pointes que vous avez régulièrement ratées. Puis vous avez eu un accident de cheval parce que vous avez fait une chute et vous avez fait un traumatisme de la nuque. Vous avez donc les 2 traumatismes. Alors, est-ce que je vais choisir? Oui. Et la préférence va pour le sens historique. Donc, si vous avez commencé par avoir des entorses de vos chevilles avant de connaître la commotion au niveau de la nuque, nous avons le devoir de commencer par où historiquement cela a commencé, c'est par les pieds. C'est une méthode, elle est curieuse, mais à l'expérimentation, elle est tout à fait tenable. Mais rien ne vous empêche ultérieurement de revenir à la nuque, peaufiner, terminer le travail. Mais il est exact que si par exemple le patient vient dire que dans sa jeunesse, elle avait été consulter son docteur parce qu'il y avait des douleurs de genoux et des crampes dans les mollets en faisant de l'athlétisme et des douleurs de dos, et qu'elle va développer des torticolis 15 ans après et puis la migraine, vous avez historiquement une indication du patient qui vous dit que le problème a commencé dans le bas du corps. Et donc, elle vous invite à aller travailler d'abord au niveau des chevilles. Voilà, donc il y a une écoute du patient qui est fondamentale et qui est, je dois le dire, sûrement à 30% dans le résultat. Il faut écouter le patient pour savoir comment, au fil du temps, les migraines se sont développées, quelles ont été les pathologies qui ont été rencontrées à côté, quelles ont été les différentes consultations chez les rhumatologues, les orthopédistes. C'est d'une grande importance pour le choix de l'article que nous allons, le haut ou le bas, aborder en primauté. Alors, docteur Séni, on pourrait se poser la question, justement, encore une fois, à l'intention de celles et ceux qui nous regardent, on pourrait se poser la question, il y a quand même différents profils de migraineux. Il y a les migraineuses et migraineux qui souffrent le martyre quotidiennement, ou je dirais 20 jours par mois, et d'autres qui ont des épisodes migraineux parfois même impressionnants, avec aura, des choses comme ça qui sont des choses assez impressionnantes à vivre, mais qui vont avoir un épisode migraineux de cet ordre-là, une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Est-ce que chacun de ces individus pourrait justement trouver une réponse chez vous, et de quelle manière? Alors, c'est vrai que le confort, pour moi, est paradoxalement plus important chez les migraineux de haut grade. Donc ceux qui arrivent chez moi avec 2 migraines costaudes par semaine, depuis 20 ans, les choses sont bien mises en équation, les choses sont claires. Et donc, quand je vais me lancer dans le parcours de traitement, qui va durer approximativement 2 à 3 mois, c'est le contrat que je passe avec les patients dès le début, il faut 3 mois pour arriver à ses fins. C'est clair qu'avec eux, il est facile de les suivre parce qu'ils viendront au fil des séances vous dire « Tiens, j'ai plus qu'une migraine tous les 15 jours. Tiens, elle est moins forte. Tiens, je peux recourir à des médications beaucoup plus soft. Je sens mon avancement dans le traitement et je sens ma nuque qui se délie, c'est sympathique et je me sens moins fatigué, je suis plus constipé. » Donc, il a très rapidement, au fil de ces 3 mois, perçu des signes d'amélioration de son état. Par contre, effectivement, il est paradoxalement plus gênant de traiter des gens qui n'auraient qu'1 à 2 migraines tous les 6 mois ou par trimestre, parce que là, le follow-up est peut-être un peu plus compliqué. Mais on l'explique aux personnes. Et dans ce cas-là, je passe avec eux un contrat, c'est que je vais bien sûr corriger la thyroïde, parce que ça va sûrement améliorer les autres articles déficients de leur état général. Mais pour ce qui est des migraines, je vais donner un set de 3 prestations de myothérapie qui va peut-être déjà subjectivement améliorer leur mobilité. Et on décomptera après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, le nombre de crises. Et en fonction du nombre de crises, je leur demanderai de reprendre un rendez-vous à la demande chaque fois qu'une nouvelle crise nouvelle de migraine s'est présentée, jusqu'à épuisement, jusqu'à on ait obtenu une décontraction totale suffisante de la nuque qui les met à l'écart de toute nouvelle survenue de migraine. Alors, docteur Séni, justement, quand vous parlez de 3 sets en misothérapie,
Combien de temps dure-t-elle individuellement? Alors, une séance de travail se décompose chez moi, d'ailleurs géographiquement aussi, en deux plans. Donc, dans mon bureau, j'aborde d'abord les problèmes intellectuels, métaboliques relevant de la théorie de potentiel et je circonscris la pathologie, je la mets en équation en quelque sorte. Et puis, pour bien marquer la différence, je pars avec mon patient dans une deuxième salle où je pratique le travail manuel, la myothérapie. Et donc, l'ensemble des deux pour un migraineux dure en moyenne 1h15 pour les 2 premiers passages, parce qu'il y a beaucoup de débriefing, de résultats de biologie, d'explications telles que celles que je vous donne, qui sont nécessaires aux patients. Et passé le deuxième rendez-vous, on a des rendez-vous un peu plus courts, qui tournent autour de 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc, au total, ça fait 5-6 heures de contact par patient au total. Alors, Dr Seny, à nouveau, vous l'avez abordé hors caméra, il y a évidemment un lien à établir entre vertige et migraine. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Il y a eu, il y a quelques années, des études que j'ai pu faire avec d'autres intervenants et il était clair que le domaine des vertiges et des migraines sont très proches. Un neurologue que je ne citerai pas avait dit à une certaine époque que les vertiges et les migraines c'était très proches et probablement les causes étaient très proches. Et sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Je vois beaucoup de migraineux qui ont par ailleurs des vertiges et même des acouphènes aussi. Et beaucoup de gens qui ont des migraines développeront ultérieurement des vertiges. Et il est clair pour moi que c'est en fait la même pathologie. C'est les mêmes causes, c'est les mêmes traitements et heureusement les mêmes résultats. Donc n'ayez pas peur si vous avez à la fois des vertiges et des migraines, vous aurez le bénéfice des deux par ce traitement. Les causes, les traitements, les résultats sont identiques. Alors, Dr Seny, à nouveau, hors caméra, puisqu'on prépare toujours nos interviews au travers d'une petite discussion, je dirais, à bâton rompu, vous m'avez expliqué que l'une de vos plus grandes satisfactions dans votre travail avec les migraineux et dans l'expertise que vous avez acquise au fil des années, c'est justement de préserver le cerveau de vos patients. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce point de vue? Je rappelle que les migraineux, pas au niveau céphalalgique, mais les migraineux, qui vous manifestent leur souffrance avec des nausées, avec des vomissements et des troubles visuels, il s'agit bien d'un trouble circulatoire du cerveau, même s'il est né dans la nuque de problématiques musculaires. Donc on a bien affaire en chronique et en aigu, en crise, à un problème circulatoire. Il est évident qu'en soulageant ces personnes de leurs problèmes circulatoires et en les protégeant des médications nombreuses qui aggravent cette hypoxie, ce trouble circulatoire, à long terme, je ne peux que les protéger d'un accident vasculaire cérébral. Je ne vous rappellerai pas le coût de ces pathologies. Et donc pour moi, soulager un migraineux, c'est peut-être aussi statistiquement dans le futur diminuer la possibilité pour eux, mais c'est un malheur absolu, de faire un AVC qui vous handicapera le restant de vos jours. Donc ça, c'est ma grande satisfaction, c'est de protéger des cerveaux des problèmes circulatoires aggravés, hélas, souvent par les interventions médicales. Donc vous nous avez parlé, Dr Seny, du triptan tout à l'heure, mais aussi d'autres molécules conventionnelles. Vous avez parlé d'oxygénation du cerveau, dans différentes zones du cerveau donc. Et là, vous venez de parler de l'AVC. Mais justement, est-ce que ce type de traitement-là, sur le long terme, peuvent être délétères et avoir une incidence sur le risque de développer d'une sénilité précoce ou d'autres troubles de cet ordre-là? Je crains qu'hélas, ce soit un problème très très important. Si vous donnez un bêta-bloquant, vous diminuez la pression d'entrée du sang dans le cerveau, là où il y a un obstacle à la sortie du cerveau. Vous diminuez donc globalement le flux cérébral, vous risquez un ralentissement du sang, on appelle ça le sludge, et le sludge, c'est le précurseur de la thrombose. Donc l'utilisation des bêta-bloquants et des triptans ne peut effectivement que compromettre la vitalité de tissus cérébraux et à long terme entraîner l'apparition de ce qui sera un gruyère, et donc vous vous rapprochez très certainement des démences vasculaires. Je peux vous dire, pour l'avoir vécu heureusement rarement, que des migraineuses qui auraient le malheur d'être fumeuses, pas bon pour la circulation, qui prennent un triptan pendant une aura qui précède la crise de migraine, ont malheureusement eu un AVC. Vous avez 40 ans, vous faites un AVC,
parce que vous fumez, vous avez la pilule contraceptive, on vous met du bêta-bloquant et vous avez pris votre triptan pendant l'aura, c'est vraiment la configuration mortelle pour votre cerveau. Vous avez donc tout intérêt à bien comprendre qu'une migraine, c'est une menace vraie de votre cerveau. J'ai entendu parfois l'inverse, que la migraine n'avait aucune répercussion sur la qualité cérébrale future. Je me démarque totalement de cela. Et du reste, il y a des études scientifiques qui ont montré que chez les migraineux, il y a beaucoup de mini-hémorragies autour du pont, ce qu'on appelle le pont, l'aqueduc, le pont du cerveau. Et donc, c'est bien la démonstration qu'il y a des suffusions hémorragiques délétères, destructrices. Donc, de grâce, méfiez-vous des triptans et de tous les produits, les bêta-bloquants et les autres produits, le nochertone et tout ça, qui pourraient aggraver cette circulation. Sur le long terme, c'est hâter votre arrivée en seigneurie dans quelques années. Donc, au plus vite, vous trouvez une vraie solution, au mieux, votre cerveau s'en trouvera. Alors, docteur Seny, la question toute légitime qu'on peut se poser, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2019, on ait des solutions comme celles que vous évoquez, alors qu'on connaît ces problèmes de migraine depuis des décennies? Ils ont d'ailleurs fait probablement partie de l'histoire de l'évolution humaine depuis toujours. Pourriez-vous aussi nous expliquer le travail que vous faites au travers de votre website? Je sais qu'il est extrêmement bien documenté. Des gens peuvent d'ailleurs rentrer en contact les uns avec les autres au travers d'un forum et même d'ailleurs de manière totalement anonyme, se poser des questions, y répondre, etc. pour expliquer leur propre expérience. Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Le début de mon travail, de mon intérêt pour les migraines, commence réellement en 1996. Ça fait donc 23 ans. À partir du moment où je venais de découvrir la technique pour lever la plupart des problèmes mécaniques des migraineuses, et cette approche a duré à peu près 6 ans, j'ai compris que mes succès dans le domaine ne plairaient pas forcément à tous mes confrères qui ont toujours en tête qu'une migraine, il n'y a pas de guérison. Du reste, il n'existe pas sérieusement de traité qui parle de guérison de la migraine. Ça fait sourire dans toutes les assemblées. On rit beaucoup des migraineuses, dois-je vous le rappeler. Je n'oserais pas vous dire quels sont les colibets et les mauvaises blagues que l'on peut faire avec les migraineuses. Des gens psychologiquement pas bien dans leur peau. Je peux vous affirmer en tout cas, pour en avoir observé plus de 2850 de très très près, que c'est loin d'être ça. C'est des femmes extraordinaires, au profil magnifique. Je peux vous le dire, c'est des femmes extrêmement agréables à rencontrer et très courageuses forcément, puisqu'elles vivent des choses épouvantables. Et il m'a été obligé de garder la discrétion pendant 7-8 ans avant que je n'ai l'assurance, je dirais, de mon savoir-faire et que je puisse enfin affronter le monde médical avec assurance, parce que les résultats sont là. Ils sont d'ailleurs tous colligés dans une étude scientifique qui touche maintenant 2850 patients. Vous aurez l'occasion de le découvrir sur le site internet, puisqu'il y a une rubrique qui va imminemment être incrémentée sur les statistiques de tous les types de migraines possibles et inimaginables. Et donc, en 2003, j'ajoute l'approche, je vous l'ai dit, thyroïdienne qui va booster phénoménalement les résultats des migraineuses et lui donner une assise encore plus sûre en termes de guérison. Je parle bien de guérison, je ne parle pas de soulagement, je ne parle pas de compassion. On parle de véritable guérison de migraine à long terme. Et ça passe pas bien dans le monde universitaire. Vous imaginez, tous les grands hôpitaux de ce pays ont tous des endocrinos et surtout des neurologues qui sont prêts à vous accueillir pour la migraine. La première question d'ailleurs qu'il faudrait leur poser à mon avis, c'est combien vous en avez traité, où sont vos statistiques et quel est votre degré de satisfaction des traitements. Là, vous risquez d'accuser un malaise certain. Donc pour affronter tout cet univers très très puissant, je devais avoir mes assurances, je devais avoir mes statistiques, je devais aussi avoir, pourquoi pas, la compagnie de confrères sérieux qui pouvaient soutenir mon approche. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'en gros, en toute statistique, la guérison des migraineuses est proche de 95%. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un petit mal de tête le lendemain de l'an parce que vous avez bu un petit mousseux, mais ça, c'est plus la maladie migraineuse. Mais en gros, la pathologie migraineuse répétitive, chronique, ça, je peux vous le garantir que vous êtes en droit, sans trop de difficulté, d'atteindre votre objectif et d'évincer ce mal. Il y a 5% évidemment de gens
qui m'oblige d'ailleurs à continuer mes recherches, pour lesquelles il y a parfois de sérieuses difficultés. Et je compte d'ailleurs sur mes amis Hertog et Résimond qui viennent en appui me faire comprendre des choses importantes pour encore améliorer nos résultats dans le futur. Je vous renvoie en tout cas, si vous voulez plus d'informations en termes de concepts ou de résultats, d'aller voir le site internet qui existe maintenant déjà depuis 2006, qui a été rénové il y a juste un an et qui j'espère seront adaptés à vos tablettes et à vos smartphones. Et ce site, c'est www.migraine au pluriel free.be. Vous aurez, je crois, toutes les informations importantes et toutes réponses aux questions que vous pouvez vous poser dans ce domaine. Vous avez l'occasion aussi d'entrer en contact avec de très nombreux intervenants sur le forum qui est greffé sur ce site internet. Et je pense qu'avec ça, où que vous soyez sur cette planète, et j'en ai qui viennent de bien loin, vous aurez de réelles informations sur la migraine et vous pourrez titiller vos partenaires médicaux pour aller dans le bon sens d'un traitement logique, rationnel de cette migraine avec des résultats surtout à long terme.